Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez recevoir ces magazines à partir de chez vous, parce que nous sommes sur plusieurs plateformes. L'essentiel dans ces magazines, c'est de pouvoir regarder tous dans une même direction. Ces magazines nous donnent l'occasion de pouvoir décrypter l'actualité pour le compte de la République démocratique du Congo et regarder aussi ce qui se passe à travers le monde. Quels sont les différents sujets que nous avons alignés ensemble avec vous, auxquels vous allez devoir prendre part? Nous allons parler de cette question de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République, sur sa déstabilisation. Oui, c'est vrai, on a tout suivi qu'il y a des sanctions américaines contre l'armée rwandaise, dont il y a la plupart de hauts cadres de cette formation militaire rwandaise qui sont sous sanctions. Et c'est un sujet pour lequel on doit s'en réjouir, ou bien il y a encore du parcours à faire au regard bien sûr de ce qui se passe dans la partie Est de la République. Tout le monde le sait, la population en errance, c'est vrai. Ce sont des questions auxquelles tout le monde veut voir, à ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'y implique comme le chef de l'État est au four et au moulin pour ne serait-ce que voir que la paix soit au moins devenue une réalité dans cette partie Est de la République. Et on va chuter avec Kinshasa, avec ses réalités, c'est-à-dire les embouteillages qui refont davantage surface. C'est vrai, tout le monde avait applaudi, quand bien même tout le monde était resté un tout petit peu mitigé sur la position du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, qui avait d'ailleurs soumis tout Quinois, soit toute Quinoise, à une sorte de mesures avant de pouvoir entamer les grandes artères. C'est-à-dire il fallait d'abord commencer par se munir de son document de bord du véhicule, avoir une autorisation pour ceux qui font les transports en commun, avoir une vignette, soumettre d'ailleurs son véhicule au contrôle technique. Déjà, tout dans ces paquets était autour déjà de plus ou moins, on arrondit à $600, et qu'il fallait au moins le réunir pendant que nous sortions d'ailleurs des événements de fin d'année où presque tout le monde, même les peu que tout le monde peut avoir, par moment est obligé quand même de les mettre au profit, bien sûr, de sa petite famille pour ne serait-ce que passer ces deux grandes journées importantes de fin de l'année. Alors, la criminalité, n'en parlons pas, le banditisme, urbain, n'en parlons pas, surtout les phénomènes coulonnants, les tracasseries routières qui semblent aussi reprendre corps, les inondations, et vous savez, comme nous l'avons dit dernièrement ici, ailleurs, on dit il fait beau temps après qu'il y ait la pluie, mais curieusement à Kinshasa, au Congo beaucoup plus. Kinshasa, il suffit que le ciel s'énoircisse automatiquement, les gens deviennent des intercesseurs pour demander, implorer cette fois-là la grâce divine. Pendant que la pluie en soi c'est une bénédiction, mais cette fois-là on doit demander pour ne pas vivre les pires après le passage de la dame la plus bref. Kinshasa suffoque. Alors que faire? Voilà, messieurs et dames, c'est autour de des sujets que nous allons écouter comment nos co-débatteurs, qui sont mes invités, qui vont chacun, en ce qui les concerne, argumenter. Mais l'essentiel ici, c'est de regarder dans une même direction, et surtout la bonne, parce que j'aime bien les dire, et je ne cesserai jamais de ne pas les déclarer tout haut sur ces plateaux, que ce Congo, nous l'avons hérité de nos aïeux, et nous avons ce plein pouvoir, et voire même cette obligation de pouvoir léguer ces Congo dans son entièreté autour de cette superficie de 2 345 410 km². Voilà, c'est un peu ça l'essentiel avec notre introduction. Je m'en vais déjà rapidement vous présenter les invités qui vont devoir croiser leurs tirs. Parce que ici, nous ne sommes pas à l'église, et moins encore enfants de cœur. Ici, l'essentiel, c'est de faire passer et triompher ces arguments. Bonjour, mon ami Mike, qui n'est plus un visage à vous présenter sur ces plateaux, un habitué à ces magazines.
à qui nous disons bienvenue et il doit aussi se sentir plus à l'aise, aller au-delà de cette présentation. Merci Monsieur Yvan. Ouais. Je salue aussi mon grand frère, mon aîné, que je laisse le primaire que vous allez lui présenter. Oui. Je profite de l'occasion pour saluer tous les Congolais, surtout ceux qui sont dans des milieux très compliqués comme à l'est du pays, pourquoi pas dans les plateaux de Batéké. Et nous sommes en train de partager cette douleur avec eux. Mais je voulais aussi préciser qu'il y a des gens de mauvaise foi qui veulent saper l'image du VPM du budget, Adolphe Mozito. Et ils sont en train de créer des choses autour d'Adolphe Mozito. Or, Adolphe Mozito, pour le moment, est très concentré à servir la République sous la vision du chef de l'État et la coordination de Madame la Première ministre qui est Maman Judith. Et là, on fait allusion par rapport aux revendications de la part des députés qui sont allés voir. Non, même pas. Moi, je fais allusion à et par rapport à des guerres. Moi, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les uns disent que Blanchard Mongomba avait démissionné. Donc, il veut démissionner parce que c'est le népotisme. C'est un mensonge. Lequel était un cheval de bataille que vous utilisiez hier contre le pouvoir. Et qui vous faites partie justement de que ça, c'est un mensonge. C'est un groupe de gens qui sont en train de monter toutes ces choses-là pour l'objectif de confronter le VPM du budget et son directeur du cabinet. Or, pour le moment, les deux hommes sont en train... pour gagner quoi? Mais ils savent pourquoi ils sont en train de faire ça. Parce qu'il y a des gens en manque de positionnement qui cherchent à faire de n'importe quoi. Et même ceux qui travaillent au ministère du budget, surtout à l'administration, parce qu'il voulait être directeur, il voulait être X ou Y, il commence maintenant à faire des choses. Mais nous disons au peuple congolais que le VPM du budget est en train de travailler. Il a d'ailleurs apporté beaucoup de réformes dans ce ministère. Si vous regardez même le budget 2026, vous allez constater que le VPM a amélioré beaucoup de choses. Et le directeur du cabinet est en train d'accompagner le VPM pour qu'on puisse réaliser... Donc vous nous confirmez ici tout ce qu'on est en train d'écouter de gauche à droite, ce sont deux mensonges. Je dis de Blanchard Mongomba n'est pas en faux avec Blanchard Mongomba est en très bon terme avec Adolphe Mozito. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Adolphe Mozito est le père politique de Blanchard Mongomba. S'il y a quelque chose, nous devons les ranger à la maison. Okay. Mais je vous dis que Blanchard Mongomba avec Adolphe Mozito a de très bonnes relations. Et d'ailleurs, au moment où je suis en train de vous parler, ils sont ensemble en train de travailler. On parle aussi des Kivuata qui seraient aussi... qui n'est pas forcément d'accord de ce qu'on est en train de mettre sur les dos du VPM Mozito sur le népotisme. On voit que c'est plus le clientélisme, c'est sa famille. Mais quand vous parlez de clientélisme, de tribalisme, si vous regardez même l'architecture du cabinet d'Adolphe Mozito, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le Kouilou. Parce que le directeur du cabinet n'est pas de l'espace Grand Banoun. Le Dirikaba n'est pas de l'espace Grand Banoun. Le Dirikaba n'est pas de l'espace Grand Banoun. Et il y a des membres de l'IDPS qui sont là-bas au cabinet du VPM. Mais quand vous parlez du tribalisme, du népotisme, je ne comprends pas. Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il y a un réseau des gens qui cherchent toujours à salir les gens. Et d'ailleurs, il y a un membre du VPM qui sape même l'autorité. Qui est de Blanchard Mongomba. Non, ça c'est du mensonge. Okay, c'est du mensonge. Okay. Et je vous dis, là-bas, il y a tout le monde. Tous les provinces sont là-bas dans notre cabinet. Il y a les membres de l'IDPS qui sont là-bas. Et le directeur du cabinet n'est pas du Grand Bandundu, comme je venais de le dire. Donc, là-bas, nous n'avons aucun problème. Nous sommes en train de travailler. Le VPM Adolphe Mozito est en train de travailler pour servir la République. Très bien, merci. Allez, de toute façon, ce sont des fuites d'informations. Si cela sont vrais, les fuites, si cela serait vrai, de toute façon, nous les saurons dans les jours à venir. Mais c'est vrai, c'est pas un souhait parce que la République, à l'ère où elle est en train de traverser beaucoup de choses, il faudrait à ce que tout le monde se mette autour de ces réalités et regarder comment est-ce que nous devons faire assister cette République à ces grands rendez-vous qu'on a toujours tant rêvé, c'est-à-dire les rendez-vous du donner et du recevoir. Je me tourne du côté gauche, je suis avec le pasteur Serge Daboko, bienvenue. Merci beaucoup à chers compatriotes Evokanda. Merci une fois de plus pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de dire merci à Dieu. C'est lui qui nous a accordé quand même jusqu'à plus de contrats, nous protège, nous garde.
il continue à faire le mouvement d'entrée et sortie des souffles de vie. C'est grâce à lui que nous sommes là. Oui, allez-y. Oui. Donc je disais, nous sommes en train de traverser un moment difficile. Le Congo traverse un moment sombre de son histoire. Nous sommes dans un gouffre, un tournoi, et nous nous battons malgré certaines réalités qui nous ont été imposées. On a levé l'option de continuer à se battre pour peut-être dans un avenir proche léguer un pays où il fait beau vivre à nos enfants. Parce que nous sommes déjà une génération sacrifiée. Avant de clore mon propos, permettez-moi à travers ton micro de présenter mes sincères condoléances. Je crois à la dernière émission, quand j'étais ici, notre compatriote Joseph Belebele fit parmi les réalisateurs. Les caméramans d'ailleurs attitrés, très souvent. Il est parti, j'ai dit, que gagnerait l'homme sur la terre? C'est pourquoi Serge Taboko se bat toujours pour des valeurs universelles. Donc aujourd'hui nous sommes présents, on ne sait pas demain qu'est-ce qui arrivera. Malheureusement, il y a d'autres Congolais, des petits esprits qui pensent qu'il faut détruire tout, il faut détruire le Congo parce qu'ils veulent assoupir leurs besoins. Sinon, je salue également le co-débatteur. Donc, je disais, je présente mes sincères condoléances à la famille des ministres disparus, la famille biologique et la famille professionnelle et à ses amis. Oui. Et je salue également les co-débatteurs. Et j'ose croire que nous allons passer un bon moment pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice Congo qui est malade. Merci. Ok, très bien. Allez, je me tourne du côté. Là, je poursuis avec la présentation de mes invités. Bonjour, c'est ce qu'on appelle les prophètes scientifiques. Bonjour, monsieur Yville, je salue les téléspectateurs, je salue aussi les collaborateurs. Nous sommes là pour partager le pays savoir, parce que vous savez, le Congo a un problème de réflexion, un problème de... Tournez les micros et... un problème stratégique, et je pense que dans cet élan-là que nous devrions s'articuler nos arguments pour aider les pays à mieux sortir de ces fléaux et des problèmes. Ok, très bien. Allez, on va déjà rapidement dans le vif du sujet. Parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, sur sa déstabilisation. Nous avons tout suivi sur les sanctions américaines contre l'armée rwandaise. Cette fois-là, je souhaite déjà aborder ce sujet avec vous, cher pasteur. Je vous ai suivi religieusement au début d'ailleurs de votre introduction. Vous parliez que la République est dans le gouffre et qu'il faut déjà le retirer. Déjà, au regard de tous les efforts aménagés, consentis par les gouvernements, on a vu d'ailleurs le président de la République être à la fois au four et au moulin sur cette question épineuse, l'insécurité dans la partie est de la République. Est-ce qu'à ce jour, on peut se frotter les mains pour dire qu'avec ces sanctions américaines contre les hauts cadres d'ailleurs de l'armée rwandaise est déjà une partie des réponses à ces problèmes qui rongent la République nord du Congo? Bon, lorsqu'on parle de la sécurité, j'aime toujours qu'on puisse dépolitiser le débat, c'est-à-dire de rester factuel. Très bien. C'est-à-dire, si on veut parler comme des responsables, je dirais que le régime actuel se bat pas mal pour se défendre. Mais les résultats ne sont pas encore là. Et si je fais allusion aux résultats positifs, pourquoi je dis cela? Déjà avec les sanctions, là, c'est pas quelque chose. Je vous en prie. Okay. Ici, nous sommes en train d'évaluer la gestion publique en démocratie. Lorsque vous arrivez, par exemple, pour le cas de notre compatriote Fétis avec les siens, vous êtes arrivé au pouvoir en 2018, vous avez trouvé des territoires avec toutes les frontières, vous avez trouvé 145 territoires, vous avez trouvé 145 administrateurs du territoire, vous avez trouvé 26 provinces intactes avec 26 gouverneurs. C'est la raison pour laquelle ils ont mis en place le fameux projet de 145 territoires. Et pendant qu'on se battait, ou soit pendant qu'on battait la campagne en 2018, à Lingala, M. Fétis avait dit ceci: si vous nous accordez la chance, c'est-à-dire vous nous choisissez, moi avec mon ami Kamere, nous irons rester là-bas dans la partie orientale, surtout à Goma en particulier. Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de l'agression, on ne parlait pas de l'occupation, on parlait de l'insécurité. Okay. Ponctuel, c'est-à-dire le régime précédent parlait de la guerre asymétrique où les ADF venaient tuer, peut-être après 3 mois, ils reviennent encore. Mais on avait tous les territoires. Donc on doit dire des choses
propre comme ça. Oui? Donc il a trouvé tous les territoires entiers. Mais 8 ans après, une grande partie du territoire est gérée par les étrangers en complicité avec la main-d'œuvre interne comme toujours. C'est la 5e fois que la RDC est agressée maintenant. Donc une partie du territoire est occupée. Si on reste factuel, il y a un avancement ou il y a un recul. Parce que lorsque nous parlons, il y a ceux qui nous caricaturent, ceux qui nous considèrent comme des démons, tout ça, un faux pasteur, pourquoi tu vois qu'il est noir. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'il y a une progression ou soit on stagne ou soit on a reculé? Mais on doit dire des choses vraies. Nous sommes passés par les accords. Maintenant, pour revenir à votre question, vous parlez des accords, c'est pas aujourd'hui. Donc, si vous restez sous la gestion de Félix Tshisekedi, la plupart des accords, tout ce qu'il a initié en termes d'accords, ce qu'ils appellent, ça c'est la diplomatie agissante, ça n'a pas porté des résultats escomptés au profit des Congolais. Il nous a amené à EAC, il nous a amené même avec cette histoire que vous faites allusion, 2 ou 3 accords qu'il a signés aux États-Unis, que ce soit avec l'accord de paix avec M. Kagame, même dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu ça. Lorsque ton pays est agressé, même pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, même lorsque l'Allemagne a envahi l'Europe, la Belgique, la France, on n'a jamais appris que pendant que votre agresseur est sur ton territoire et vous signez même dans les accords économiques. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ils ont renoué les accords, c'est après la guerre. Vous comprenez? C'est après la guerre. Très bien. Mais nous sommes agressés. Merci. Ça passait par une justice transitionnelle. Vous signez les accords, la congestion de nos ressources et de nos minéraux, et ainsi de suite. Donc, bref, tous les papiers, tous les documents que M. Fété a signés, peut-être dans la stratégie, pour son propre intérêt, pour son agenda caché avec les siens, ça n'a pas donné les résultats. On a dénoncé, lorsqu'il a voulu nous amener à EAC vers l'église catholique, tout le monde a dénoncé. Où sommes-nous? Il est passé dans un média chez nos confrères de France 24, il nous a promis que vous allez voir comment l'armée de EAC passera par Bunagana, vous allez sentir la puissance du fait. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc, tout ce qu'il a fait. Pour terminer par rapport aux sanctions, je suis tellement mal à l'aise de constater nos compatriotes congolais qui pensent que si on sanctionne quelques officiers rwandais ou soit si, c'est que même au niveau du Conseil de sécurité, il y a tout un chapitre sur les sanctions. C'est une façon, plus on doit dire des choses aussi vraies, l'Organisation des Nations Unies n'a pas une armée. Alors, parmi les stratégies que l'Organisation avait mis en place, notamment des sanctions, ce sont des mesures préventives, ce sont des mesures, on peut dire même politiques, ce sont des mesures, des stratégies, je peux dire, coercitives. C'est surtout, ça a un impact sur le plan administratif et financier. Voyez, mais aller se réjouir, fêter, penser que parce qu'on a sanctionné d'abord la majorité des leaders des politiciens africains au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ils sont toujours sanctionnés par la communauté, par l'Union européenne, par les États-Unis, par les Nations Unies. L'Israël a sanctionné, je crois, plus de 30 de fois. Dans l'Angleterre, les milliardaires américains d'origine juive, il est sanctionné. Qu'est-ce qui se passe encore? C'était terminé. Oui. D'abord, même à l'époque de Kabila. Vous terminez toujours pas. Oui. Même à l'époque de Kabila, vous savez que la majorité des politiciens sous Kabila étaient sanctionnés, les Chadari, les Mende, même au sein de l'armée, le fameux Tango Foy, les autres, ils étaient sanctionnés. Qu'est-ce que Mende vous disait ici? Même si ces sanctions en soi ne sont pas un début déjà de quelque chose. On sait que ça a une dimension. On ne peut pas dire que je peux passer dans les médias et dire que ça n'a pas un effet. Oui. Mais néanmoins, pensez pas ici, il faut aller dans le fond. Ça, c'est si le pas superficiel. Parce qu'on sait comment ça contourne les sanctions. Tes sanctions, tu peux prendre tes biens, tu mets ça au nom de ta femme ou de tes enfants. On sait comment les Africains contournent ça, ou d'autres dictateurs. Mais le vrai problème ici, c'est que les Congolais attendent que leur pays soit ressuscité, c'est-à-dire nous puissions récupérer les parties occupées, et ça sera un pas. Et le dernier pas, c'est d'avoir une armée dissuasive, une armée rodée, capable de faire peur aux autres pour qu'il y ait demain d'autres aventuriers ne puissent pas prendre le risque de venir continuer à massacrer les Congolais sur le plan interne et externe. Voilà un peu. Merci. Allez, mon ami Mike, la même question, je vous la pose. Vous avez suivi votre co-débatteur. Allez, vous avez quelle réaction? Vous abondez dans le même sens ou bien vous avez aussi une autre façon de voir les choses par rapport à ces sanctions américaines
contre les hauts gradés au sein de l'armée rwandaise, laquelle d'ailleurs les rapports internationaux confirment que non, ces hauts gradés de l'armée rwandaise seraient complices dans ce qui se passe dans l'Est de la République au travers leur supplétif AFC M23. Bien, bon, j'ai bien suivi mon aîné, mais moi je pense que le gouvernement est en train de travailler et d'ailleurs nous sommes en train de voir des résultats parce que personnellement j'avais aussi... Quel est le résultat? Parce que votre co-débatteur, il a dit que oui, je serai là. J'arrive. Oui. Dans le passé, j'étais à l'opposition, nous avons critiqué la diplomatie que le chef de l'État est en train de faire, mais aujourd'hui, on sent que la diplomatie du chef de l'État est en train de donner les résultats. Et aujourd'hui, avec les sanctions qu'on a sanctionné l'armée rwandaise et quelques officiers, moi je vous dirais que ces sanctions vont apporter des résultats. Je prends l'exemple de l'Ukraine. Poutine a été sanctionné. Et tout le monde a dit, mais quelles vont les sanctions chez Poutine? Mais aujourd'hui, on sent que Poutine est affaibli. Sur le plan économique, Poutine est affaibli. Notamment aussi, le Rwanda sera affaibli. Et d'ailleurs, le Rwanda est déjà affaibli. Si vous constatez bien le soutien que le Rwanda a porté chez les M23, aujourd'hui, les M23 sont en train de reculer un peu. Ouais. Donc ça veut dire que le gouvernement et le chef de l'État a travaillé pour contraindre les Rwandais. Parce que le problème ici est que l'AFC doit reculer ou bien l'AFC M23 doivent quitter les différentes positions. Bien évidemment, les M23 doivent quitter nos territoires. Mais ce n'est pas du tic au tac. Ça doit prendre, il y a un processus. Les M23 sont en train de chercher. Parce que dans la politique, c'est les intérêts. Les M23 ont choisi la rébellion parce qu'ils revendiquaient quelque chose. Et maintenant, ils sont en train, si vous avez vu, ils sont mis en étau. Quand on a dit qu'on part à Doha pour aller discuter les M23, c'était les premiers à aller parce qu'ils veulent toujours imposer ce qu'ils sont en train de chercher. Donc, ils veulent dire que c'est voilà, ce n'est pas du tic au tac pour dire que non, les M23 doivent quitter directement. Non, on va faire toute une procédure, un processus comme vous l'avez dit. Voilà, il y a des procédures à suivre pour que les M23 puissent quitter nos territoires. Mais cela doit prendre combien de temps? Parce que... Non, quels que soient les... Bon, monsieur Yvon, ouais. Moi je pense que l'agression qui est dans notre partie orientale n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans. Mais l'implication, c'est que le chef de l'État est en train de travailler pour que, quand il va quitter le pouvoir, qu'on puisse plus parler des M23. C'est ça qu'il est en train de chercher. Donc nous devons tous soutenir les chefs de l'État pour que les chefs de l'État puissent continuer avec le processus qu'il est en train d'aller pour contraindre les M23. Et d'abord, pour faire la guerre ou tout ce que nous sommes en train de faire, il faut d'abord commencer à identifier des causes. Le chef de l'État a identifié des causes et il a vu que les causes sont nos minéraux. Aujourd'hui, dans le monde entier, si vous avez des ressources naturelles, savez-vous que vous devrez se préparer aussi en conséquence. Mais les M23, eux, ils disent, en fait, M23, AFC, eux, ils disent pas ça. Non, on le sait très bien, ils sont là à cause des ressources naturelles. Et le Rwanda est en train de soutenir à cause des ressources naturelles. Ça, il n'y a personne qui peut refuser sur telle affirmation. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons soutenir les chefs de l'État. Le processus qu'il est en train d'aborder, c'est un processus qui va faire que les M23 et tous les rébellions qui résident là-bas à l'est du pays puissent disparaître. Parce que qui les soutient, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, le chef de l'État a travaillé pour démontrer au monde entier que c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Et qui peut encore refuser? Aujourd'hui, même les Américains qui avaient des doutes, aujourd'hui, les Américains disent haut et fort que c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame qui est en train de soutenir les M23. Mais puisque l'ennemi est déjà identifié comme tel, alors pourquoi ne pas passer directement à la phase finale, laquelle tout le monde ne voit que la paix? Monsieur Yvon, vous avez écouté le représentant de l'ONU, je pense au Congo, il avait dit que les M23 ont des matériels sophistiqués.
Donc ce n'est pas du tout qu'on vienne comme ça directement, on commence. Non. Il faut aller petit à petit. Et c'est ça que le chef de l'État est en train de travailler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais doivent travailler, doivent soutenir le chef de l'État, le gouvernement pour amener les M23 jusqu'au bout. Ok, très bien. Allez, prophète scientifique, rapidement, vous avez suivi vos déco-débatteurs sur le même sujet, sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Je ne sais pas, vous avez quelle réaction, ou bien vous avez peut-être une autre façon d'aborder cette question sur les sanctions pesant contre les hauts cadres de cette force armée rwandaise. Merci beaucoup, M. Yvon. D'abord, avant de commencer, permettez-moi juste de donner deux trucs, de dénoncer un truc concernant le ministre Moïndo Zangi, qui nous a volé, il m'a volé précisément moi, mes $20 d'homologation de diplôme que je suis en train de dénoncer. Mais pourquoi ne pas aller directement le voir personnellement? 2 ans, non, ça fait déjà presque 2 ans que je réclame toujours mon diplôme d'État, et en fait mon diplôme de l'université. J'ai toujours réclamé cela, mais on m'a volé, on a donné un numéro bancaire, on a payé le frais comme il fallait, mais jusqu'aujourd'hui, en tout cas... Vous n'êtes pas allé avec le processus jusqu'au bout pour constater que non, c'est du vol. Avec le processus jusqu'au bout. Je ne suis pas seul, il y a moi aussi avec mes collègues. Il y en a beaucoup de gens qui Moïndo Nzangi a volé cet argent-là et que je suis en train de dénoncer. Alors, pour c'est sérieux avec ces genres de dénonciations. Oui, pour revenir maintenant à votre question. D'abord, ce que nous devons comprendre ici, nous ne parlons pas des conflits entre des personnes, nous parlons des sanctions en matière de conflits géopolitiques. Très bien. Et en matière de conflits géopolitiques, il y a plusieurs aspects qu'il faut analyser. D'abord, du point de vue de la diplomatie, ce sont des avancées. Ce sont des avancées significatives. Donner des sanctions, ça fait partie des moyens efficaces pour arriver à des bonnes solutions palliatives. Mais il y a un problème sérieux qui se passe avec nos dirigeants ici au Congo. Lorsqu'on donne une sanction, par exemple, on sanctionne un pays, vous savez, dans la politique, lorsqu'on dit une décision qui manque de mesures, d'accompagnement, c'est juste, c'est juste des intentions. Ce sont des intentions, ce n'est pas une politique, parce que lorsqu'on dit une bonne politique doit être accompagnée avec les outils de mesure. Vous voyez un peu les outils de mesure. Lorsque nous disons ici sanction, on sanctionne quoi? Premièrement, on sanctionne en ce qui concerne les forces armées. Oui, les forces rwandaises. Les hauts gradés de cette... On sanctionne, c'est-à-dire que nos minéraux ne puissent pas être un élément qui contribue, n'est-ce pas, à la déstabilisation de notre pays. Comment maintenant c'est fait suivi? C'est ça le problème. Comment s'est fait la suivi? Comment s'est fait au fait le mouvement transfrontalier, n'est-ce pas, dans l'exploitation des minéraux et ainsi de suite, pour réclamer un peu, tirer, n'est-ce pas, de vraies informations. C'est ça le problème. C'est ça vraiment là où il y a des problèmes terribles et qu'il faut trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'imagerie, par exemple, satellitaire, où je ne sais pas, il y en a beaucoup, par exemple, les États-Unis peuvent analyser déjà de loin avec des satellites, comprendre quels sont les mouvements qui sont effectués, comment ces mouvements-là sont alimentés, quels sont les trafics d'ailleurs liés aux commercialisations des minéraux. Parce que ce n'est pas la première fois. Vous savez, vous vous rappelez encore, on avait sanctionné plusieurs pays d'utiliser frauduleusement nos minéraux pour contribuer à financer des rébellions. Ça, c'était une sanction, je crois que c'était en 2023 ou 2024, comme ça qu'on avait sanctionné. Mais il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de la fiabilité et surtout encore la traçabilité. Comment tracer ce genre de choses? Comment tracer, comment avoir des informations certifiées que non, voilà, il y a un problème, il y a des gens qui violent et ainsi de suite. Là, c'est un problème qui n'a rien à voir avec la politique, c'est un problème d'ingénierie, que le pays souffre et il faut mettre cela en place rapidement pour nous donner un... Mais nous parlons des sanctions au niveau, en fait, les sanctions à l'international. Là, on est en train de voir les États-Unis qui sont en train qui ont porté leurs sanctions contre le haut gradé de l'armée rwandaise. Alors, vous revenez un peu sur l'image. Lorsqu'on donne une sanction sans mesure palliative, écoutez, c'est juste une conférence de presse géopolitique. Alors là, vous rejoignez votre co-débatteur qui dit que ce ne sont que des bonnes intentions
Mais c'est ce que je suis en train de dire. Okay, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesures qui cadrent, n'est-ce pas, la violation de ces sanctions-là, en fait. Okay, c'est là où moi je suis. C'est pour cela que je suis en train d'appeler d'intégrer les outils fiables pour analyser la violation de ces sanctions-là. Parce qu'on peut vous dire, que non, voilà, on sanctionne aujourd'hui les soldats rwandais. Mais il faut contrôler leurs mouvements. Il faut contrôler les mouvements, il faut contrôler ce qu'ils font, comment cette armée-là est alimentée. Mais est-ce qu'il y a nos minéraux qu'on vend ici? Ces minéraux-là vont alimenter encore l'armée rwandaise. Donc tout ça, il faut analyser, il faut contrôler tout cela pour que nous puissions avoir la certitude sur ces sanctions. Ce n'est pas seulement un mot, comme on dit, une conférence de presse géopolitique qu'on lance, et non voilà, et on a maintenant des sanctions, et nous sommes là pour acclamer. Non, mais il faut aller avec ça parce que dans la politique, lorsqu'on lance une requête, c'est comme ce que nous disons une transaction. Oui, lorsqu'on lance une requête, ça doit aller jusqu'au bout. Mais lorsqu'une requête est en cours et qu'il y a encore des conflits, écoutez, ça va encore retourner à zéro. Okay. Donc il faut vraiment, lorsque vous lancez une requête, ça doit aller jusqu'au final. Très bien, allez, je dois signaler quand même la participation à ces magazines de M. Zachary Kapinga pour les comptes de Avance. Bienvenue, cher ami. Merci beaucoup, très cher journaliste. Allez, vous nous avez trouvé déjà en cours du débat autour de la déstabilisation sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la République au regard des sanctions américaines portées contre les hauts cadres de l'armée rwandaise. Alors, vous avez quelle réaction? Quand même, vous avez été peut-être épargné des interventions de ces deux co-débatteurs, mais au moins, sur celui qui est juste en face de vous, vous pouvez toutefois vous faire une idée. Est-ce que c'est le moment de pouvoir se frotter les mains au regard de ces sanctions portées contre ceux qui agressent la partie Est de la République, ou bien nous avons encore du travail à parcourir pour arriver, bien sûr, à donner la paix, qui est d'ailleurs une denrée rare dans la partie Est de la République? Merci beaucoup, très cher journaliste, pour cette occasion que vous m'avez offerte sur votre plateau. D'abord, je devais présenter mes excuses parce que le transport m'a capturé. Wow. Et je devais être là à temps parce que je suis un homme qui marche avec beaucoup de rigueur. Ok. Mais les transports, je dirais, l'embouteillage m'avait... D'ailleurs, on en parlait dans le deuxième sujet. Hein, ouais. Voilà. Alors, pour le sujet, ou soit pour la thématique que vous m'avez posé la question, j'aimerais d'abord dire une chose très importante. Laquelle? On vous écoute. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des sanctions, il faut d'abord saluer la diplomatie contre-offensive des chefs de l'État. Okay. Ça, il ne faut pas mettre ça à côté. Parce que c'est grâce à cette diplomatie qui a déboulonné la diplomatie superchérie entreprise par Paul Kagame. C'est aujourd'hui que nous avons réussi cette sanction. Vous voyez? Parce que j'aimerais rappeler cette guerre qui nous a été imposée injustement. Ça a duré depuis 30 ans. Okay. J'ai trentaine d'années, c'est-à-dire j'ai vu comment nos mamans, nos papas, nos jeunes ont vécu les affres des choses horribles sur cette terre que Dieu nous a donnée. Et il a fallu qu'il y ait un président, un monsieur, qui doit faire paix, la paix. C'est-à-dire qu'il doit bannir, mettre à côté la paix pour affronter la problématique. C'est Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Ces derniers, il a pointé du doigt à M. Paul Kagame. Cependant, Paul Kagame, à l'époque, à ces temps-là, il était l'un des Occidentaux dans le sous-régional. Alors, le président de la République a démontré qu'on peut mettre en déroute, on peut bouger les choses si seulement si on est courageux. Et c'est alors que, aujourd'hui, bien qu'à l'époque où le président de la République faisait ses voyages, de personnes ne comprenaient, en fait, beaucoup de Congolais fatoches en esprit ne comprenaient pas que le président de la République faisait tout ça pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ce genre de résultats. Mais les sanctions ne suffisent pas toujours, parce que la population dans l'Est de la République a plus besoin de la paix. Les sanctions, d'accord.
Quand vous avez suivi vos co-débatteurs, oui, ce sont peut-être aussi des intentions, mais la population dans l'Est de la République veut vivre cette réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la paix. Ce ne sont pas forcément les sanctions. Évidemment, qui veut la paix prépare la guerre. La guerre, ça se prépare d'une manière ou d'une autre. Vous devez d'abord savoir que le plan de la balkanisation de notre pays, ces plans-là, ça se trouve partout, dans les chancelleries du monde, dans les ambassades en fait. En fait, Paul Kagame, dans sa façon de faire les choses, il voulait aussi balkaniser les pays comme d'autres pays tels que la Yougoslavie. En 1980, Yougoslavie a connu la balkanisation. Ça n'existe même plus. Le Soudan n'existe pas. C'était depuis 2005, si je ne me trompe pas. Et non, les Soudan existent, mais au moins en 2 blocs. Mais voilà. Ça n'existe pas comme un seul pays. Ah, ok, voilà. Ouais. Il faut bien préciser qu'avec... Voilà. Donc quand je dis ça n'existe pas, ça... Mais les cas de Yougoslavie, on n'en parle plus. Évidemment. Yougoslavie, on n'en parle plus, et puis cet état n'existe pas. Oui. La Yougoslavie avait connu aussi, je dirais, la même réalité que nous avons connue. Ok. C'est-à-dire balkaniser ces pays, scinder ces pays pour que chacun prenne sa part. C'est aussi avec Paul Kagame, il avait fait ça. Il a commencé cette aventure à partir de 1994, si je ne me trompe pas. Et il donnait nos minéraux aux expatriés, aux multinationaux, afin que lui il puisse prendre seulement notre pays, notre partie Est qui regorge le minerai stratégique. Et c'est alors que, lorsqu'il faisait tout ça, moi je ne sais pas, je dirais gloire à Dieu parce que Dieu n'avait pas permis, bien que tout ce qu'il a fait, il a, même ce que, je dirais, vous savez, il y a un moment où quand Joseph Kabila était au pouvoir, nous avons connu les mixages et brassages. Tout ça c'était pour que ces plans-là puissent être exécutés. Il a fallu que ces gens se retrouvent dans notre pays, pas dans un nombre réduit, mais un grand nombre pour que son plan puisse être réalisé. Et tout ça a été déjoué. Très bien, et il a fallu que le président Félix Tshisekedi puisse être là pour dévoiler, déboulonner la politique de messieurs Paul Kagame. Aujourd'hui, les sanctions que subissent les régimes de Paul Kagame, nous saluons cette sanction à travers notre courant politique Avance pour un Congo émergent, oui, qui est chapeauté par notre chairman Ghislain Mwangi. On les salue d'ailleurs là où il est. Et voilà. Donc, nous disons ici qu'il y a des avancées significatives dans cette diplomatie contre-offensive. Merci. Allez, pasteur, allez, de manière ramassée, en tout cas, chacun de vous 45 secondes avant d'aller déjà sur le deuxième sujet. Allez, qu'est-ce qu'on peut conclure sur le tout premier sujet au regard de la déstabilisation dans l'Est de la République contre... comment? Au regard, bien sûr, des mesures qui sont prises contre toutes ces forces négatives qui continuent d'ailleurs à s'aimer de la désolation et à créer même de la mort dans cette partie Est de la République. Merci beaucoup, cher compatriote Yvon. Soyez un peu large à mon égard, parce qu'apparemment, ceux qui soutiennent le pouvoir, ils sont un peu nombreux. Ici, ce n'est pas un problème de nombre, mais c'est le problème, c'est autour de l'argumentaire. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contre-vérités. Il faut essayer un peu de... Il n'y a pas un problème. Vous pouvez toutefois les faire dans les temps que je vous ai accordé. Je vais condenser un peu. Néanmoins, surtout pour mon ami, le dernier intervenant, beaucoup de choses qu'il a dit sont des contre-vérités. Très bien. Il n'y a aucun indicateur précis que Kagame a commencé à piller nos ressources et nos minéraux depuis 1994. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait le génocide rwandais en 1994. Il y avait les Hutus, c'est-à-dire le gouvernement et les militaires, la plupart de nos compatriotes Hutus qui ont traversé de l'autre côté. Donc l'histoire de pillage de nos ressources ont commencé juste à l'entrée de la Fidèle, c'est-à-dire 1996. Là, ce n'était pas vraiment quantifiable, mais les différents rapports attestent que c'est à partir de 2001 que Kagame est maintenant à la même mise. Et tous les rapports de l'Union européenne et tout ça à la même mise, il est devenu même le premier producteur. Mais je te rappelle encore qu'il y a aussi la passivité, il y a la complicité des politiciens congolais. C'est au Congo que nous avons suivi un président de l'Assemblée nationale qui dit « Chers collègues, ne parlez pas aux Rwandais ni aux Ougandais. Chers collègues, sortez dans des groupes armés. » J'ai suivi l'honorable Ntingi entrer, je crois, de démêler entre un conflit, c'était au niveau de l'Assemblée nationale entre deux députés, Mwangachuchu et l'autre que j'ai perdu son nom, qui disait l'autre venait de recruter les rebelles à Rwanda. L'autre a dit non, toi aussi tu as tes rebelles. C'était ici au Congo. Donc il ne faut pas nous amener dans un terrain que peut-être vous ne maîtrisez pas. Ce qui se passe au Congo, c'est une guerre par procuration.
Kagame et Museveni n'ont jamais déclaré la guerre officiellement contre le Congo, comme ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient, entre par exemple l'Israël et l'Iran. Ce qui se passe au Congo, c'est que Kagame et Museveni, à l'époque, il y avait aussi Nkurunziza, ils sont tellement intelligents, ils recrutent la main de ceci le pas interne. Commençant par le roi des Kabila, je t'informe encore, 98% de la classe politique que vous voyez aujourd'hui, quels sont même l'UDPS qui dirige aujourd'hui, soit directement ou indirectement, sont passés sous le nom de Kagame et Museveni. Prendre les armes, tuer les compatriotes pour arriver au pouvoir. Je te défie, je dis 98%. Vous comprenez? Ça dit, il ne faut pas venir dire c'est vrai que Kagame. Nous avons une lourde part de responsabilité à ce qui se passe au Congo. Est-ce que là, on ne peut pas rectifier quand vous prenez aussi des PES, vous les mettez dans le même lot pour... Mais lorsque je dis les autres directement, indirectement. Ah, ok. L'IDPS n'a pas pris directement, mais l'IDPS a soutenu officiellement l'entrée de l'Afrique. Mais je souhaiterais que nous puissions quand même débattre un peu de... C'est pour te dire que lorsque nous avons l'option d'aller signer les accords globaux inclusifs à ça, c'est-à-dire RC de tout le monde revienne, il n'y avait pas que seulement l'intervention de Kagame. Nous-mêmes aussi, nous avons notre part de responsabilité. Ça, il faut mettre ça comme ça. Lorsqu'on parle de brassage et tout ça, ce n'est pas seulement Kagame. Tous les officiers rwandais ou ougandais qui sont dans nos services ici, il n'y a aucune ordonnance signée par Kagame Museveni. Ce sont nos autorités. Nous avons même un général ici. La CEP est venue les chercher. Le gouvernement Kabila à l'époque là, c'était la même qui disait au nom de la paix, on ne peut pas livrer un compatriote. Mais lorsque la CEP est venue chercher Fidel Babala, on l'a livré pour les dossiers déjà très bien. Mais le même général lui-même décide d'aller à la CPI, on lui pose la question, il y va parler avec il est rwandais, mon Congo c'est un général. Il faut faire avoir beaucoup de réserves, ce qui se passe au Congo. Nous avons une lourde part de responsabilité. Et jusqu'à preuve du contraire, nous venons même du régime actuel. Vous avez signé des accords ici, même le plan venu ici. Vous avez revu des accords avec le Kagame, le Museveni, tout ça. Ces gens ont été condamnés par le tribunal international. On devait nous dédommager près de 18 millions de dollars. Ouais. Le fameux dossier aujourd'hui de Moutamba. C'est quoi? Il y a eu des massacres de la guerre de 6 jours qui s'amènent. Donc il faut avoir beaucoup de réserves de militaires venir dire que Kagame depuis 94. Donc, et mon ami, et dire aussi que c'est la diplomatie agissante. Chers compatriotes, moi, jusqu'à moi, je ne soutenais jamais Kabila. Mais à l'époque de Kabila, la guerre, le bombe a été envoyé en 2012-2013 sous l'administration Barack Obama. Mais Barack Obama a donné un mot, Kagame a retiré ses troupes. Kagame a retiré ses troupes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à Trump de donner un mot pour que ces gens-là quittent nos territoires? Mais nous avons vu le pourquoi nous impose de signer un accord commercial avec un terroriste qui nous tue pendant 3 décennies? Et le gouvernement en place, ils ont accepté. Ils vont signer même un colloque là-bas en Angola pour accepter que les FDL sont dans les territoires, ils sont utilisés par le gouvernement congolais. C'est comme ça Kagame et les CEP continuent toujours à revendiquer qu'on doit neutraliser les FDL. Donc il faut avoir beaucoup de réserves. Ce qui se passe au Congo, les Congolais aussi ont une lourde part de responsabilité. Donc je disais, malheureusement votre émission c'est toujours sous pression. Donc tellement ce sont des bonnes choses à l'époque. Pour conclure cette question, les sanctions, moi je n'ai pas nié, mais j'ai dit que ce sont des intentions. Non, pas seulement les intentions, ce sont des stratégies de pression. Okay. C'est des moyens de pression. Parce que si aujourd'hui les États-Unis décident de faire partie, soit d'imposer Kagame de quitter le territoire, parce que nous sommes bénéficiaires même des résolutions 2773 qui demandent à Kagame de retirer ses troupes. Mais votre co-débatteur a parlé d'un processus. Non, d'abord, c'est quelqu'un que je considère beaucoup. Quel processus? J'ai dit lui pense que d'abord, l'M23, c'est la continuité de la FDL, des CNDP, de tous ces groupes. Il dit que c'est pas par baguette magique qu'on va mettre un terme à cela. J'ai dit ceci. Oui, le Congo n'a pas une armée. Je suis d'accord avec lui. Mais l'armée américaine ne peut pas. J'ai dit qu'en 2013, l'administration américaine a imposé pour que Kagame rectifie. Tout le monde sait que l'M23. Mais c'est un conseil à lui a demandé. On a vu quand même le plateau de télévision dire que nous avons gagné. Merci. Vous gagnez quoi au moment où les Congolais sont massacrés chaque jour? Merci. Vous gagnez quoi chaque fois lorsqu'on parle? Je crois que vous avez suivi le dernier rapport de la Banque mondiale. Plus de 7 millions de déplacés internes, plus de 15 millions de compatriotes qui sont morts. Il y a la situation humanitaire catastrophique. Ceux qui sont traversés de l'autre côté à Burundi, on parle même de plus de centaines de morts de conditions qui sont inhumaines. Et vous venez ici, vous dites que c'est une diplomatie, une récite. Récite à quoi? Merci beaucoup. Allez, mon ami, rapidement, vous devez faire aussi le même exercice, 45 secondes à chacun de vous tous, sinon nous risquerons d'entamer les temps prévus pour le deuxième sujet. Bon, je voulais d'abord dire que les sanctions qu'on a infligées au Rwanda, ce ne sont pas des intentions.
Je vous donne l'exemple. Ce sont des mesures. Au mois de février 2025, oui, l'Union européenne avait sanctionné aussi le Rwanda en suspendant la coopération militaire avec le Rwanda. Et l'Union européenne a demandé de réexaminer encore les contrats qu'avaient le Rwanda et l'Union européenne sur le plan minier. Et sur le plan économique, le Rwanda aujourd'hui souffre sur ça. C'est-à-dire donc c'est pas seulement des intentions, ça a apporté quelque chose. Oui. Et il y a des conséquences aujourd'hui. Si le Rwanda est affaibli, qui s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais c'est lui qui a la parole. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas le cas. Oui. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de subir sur le plan économique. Le Rwanda n'a pas de moyens encore comme ils étaient avant. Mais c'est sur le plan diplomatique, dans la sous-région, le Kagame était le chouchou de tout le monde. Mais aujourd'hui, Kagame est coincé. S'il n'a pas l'information, aujourd'hui, Kagame est en train de chercher comment fermer l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Pourquoi il cherche à fermer ça? Parce qu'il est sous menace. Donc, moi, je pense que nous devons donner aussi le temps. Le chef de l'État est en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler. Oui, il faut les donner le temps, autant comme vous l'avez dit. Mais vous savez, devant la fatalité, est-ce qu'il faut donner toujours du temps? Parce que la population dans l'Est de la République, elle n'a pas besoin seulement de ne pas mettre sous la dent, mais elle a plus besoin de cette chose qui va la permettre d'aller. Que cette guerre ou cette agression n'a pas commencé aujourd'hui. Très bien. Ça a commencé depuis 94, malgré Taboko est en train de refuser, mais depuis 94, nous le savons que le Rwanda avait entré dans notre territoire. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que tout ce que le Rwanda avait placé dans notre territoire puisse être sorti. C'est pourquoi le président est en train de travailler. Le président est en train de faire la diplomatie. Aujourd'hui, moi, je pense qu'avec des sanctions que le Rwanda est en train de subir, dans les jours à venir, nous allons voir d'autres choses qui vont se concrétiser à l'est de notre pays. Il y a déjà eu une borne, hein, 2028, non? Bon. Oui. Allez, merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Allez, mon ami, j'ai beaucoup aimé l'intervention du professeur Bahati qui disait si vous aimez les chefs, il faut apprendre à lui dire la vérité. Très bien. Moi, je pense que si au moins la jeunesse actuelle comprenait cela, nous ne serons pas dans des débats sur comment les super chéris. Vous voyez un peu, nous serons dans des débats pour. J'espère que nous ne sommes pas en train de faire de la super chérie de ces tables, oui. Comprendre en fait les vrais défis et finir avec ça. Parce que lorsqu'on prend une solution, moi ce que j'appelle une solution, j'appelle cela c'est une solution durable. À ce moment-là que je peux dire que c'est une solution. Parce que je peux te dire aujourd'hui, je te trouve une solution aujourd'hui et puis demain ça refait encore. Pour moi, ce n'est pas une solution. Mais quels sont les mécanismes efficaces que nous mettons en place pour finir ces problèmes des rebelles de manière durable? Là, c'est une question à poser. Là, c'est une question. Est-ce que des sanctions, est-ce que des sanctions, c'est un moyen efficace pour terminer ce problème de manière à l'est du pays? C'est le Rwanda. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour mettre. Je dois le protéger. Il risquerait de désarçonner. Il va perdre un peu les idées. Oui, c'est lui qui a la parole. Est-ce que les sanctions sont des mesures efficaces comme une solution alternative de nous permettre à ce qu'on dise voilà, les M23 là que vous verrez, vous ne le verrez plus même s'ils changent de forme. Ok. Mais ça, ce sont des choses que nous devons poser parce que ici, j'entends parler, on dit c'est un processus. Mais un processus, c'est que nous on a toujours appris. Mais ça doit avoir la durée. Un processus doit avoir la chronologie des activités. Un processus n'est pas attendre ce qu'on appelle le pitié d'occidentaux. Voilà, non. Si c'était un processus où nous devons savoir à quel moment cette guerre-là pour nous infliger va terminer. Si c'est un processus. Le processus, c'est par rapport à un niveau. Voilà. Par rapport à un chronogramme, ce n'est pas comme ça. On donne des choses et voilà, on est en train d'improviser. C'est comme si on gérait une famille, mais nous gérons un État, nous gérons l'avenir de plusieurs personnes. D'où nous parlons de processus, il faut bien sûr mettre le temps et savoir que non, ça va terminer à tel comme ça. Les Congolais savent que non, voilà, il y a été terminé. Même en gérant on ne doit pas la mettre. Lorsque nous parlons des intentions, nous ne parlons pas des intentions pour parler, non, nous parlons des sanctions en ce qui concerne de mesures. Il n'y a pas de mesures, d'indicateurs de performance pour analyser ces sanctions. La traçabilité, ça c'est un problème réel que nous devons prendre en compte. Mais pourquoi les gens refusent cela? Non, ce n'est pas normal. Donc nous devons tous figer
vers des solutions palliatives qui essayaient de faire le populisme intellectuel, si je peux dire. Très bien, merci. Allez, mon ami Zahraï, allez, vous avez aussi les mêmes exercices pour 45 secondes. On conclut quoi sur les sanctions américaines contre Léo Gradé de l'armée rwandaise au regard de ce qui se passe dans l'Est de la République? Les uns parlent des intentions, d'accord, mais bon, est-ce que cela suffise pour que c'est donc à quoi rêve la population pour ces grands rendez-vous de développement? Voilà. Je voulais dire à mon co-débatteur qui est à mon égard. Oui, Pasteur Serge, oui. Pasteur Serge, que la guerre que nous avons connue dans notre Est a commencé depuis 1994. D'ailleurs, celui qui est à ma gauche, il a bien évidemment martelé sur ça. Je voulais vous dire une chose. Ceux qui ont fabriqué Kagame, c'est les États-Unis. Ils connaissent bel et bien les robots. Là où il est fort et là où il est faible. Lorsque M. Donald Trump dit lors des signatures qui a été effectuée aux États-Unis, il a bel et bien dit que la guerre est finie. Je vous dis que... Mais là, c'est dans les discours. Évidemment. Mais sur terrain, on est en train de vivre. Il savait bel et bien que lorsqu'il disait ça, il arriverait à concrétiser ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des sanctions, je ne sais pas si vous êtes informé, le Rwanda a accepté qu'il collaborait avec l'AFC M23. Collaborer et soutenir est deux choses différentes. Quand on dit soutien, on peut te soutenir par un billet de $100, $200, on finit. Mais quand on dit collaborer, c'est toute une planification que le Rwanda faisait avec l'AFC M23. Vous voyez? Et lorsque les États-Unis sanctionnent Paul Kagame, sanctionnent les autorités de l'armée, c'est parce que les États-Unis savent très bien que la force de M. Paul Kagame réside seulement à l'armée. Paul Kagame n'a pas fort en diplomatie. Et lorsque je parle de la diplomatie, les gens pensent que je viens faire les djihadistes ici. Moi, je ne suis pas un djihadiste. Je parle d'une manière rationnelle parce que je suis patriote congolais et je parle ici au nom de notre courant politique Avance pour un Congo émergent. Tout le monde peut se réclamer aussi de cette paternité congolais. Évidemment. Il y a voilà aussi des moutons noirs. Évidemment, voilà pourquoi je dis ici que M. Paul Kagame, il a déjà parlé, il a réaffirmé que ses troupes vont commencer à quitter les sols congolais. Si le pasteur n'est pas informé, je lui informe que M. Paul Kagame a dit ça dans sa bouche. Les dire et le faire, c'est pas vrai que ce sont des choses distinctes. Pardon? Les dire et le faire, des choses distinctes. Non, lorsque les gens vous acceptent comme ça, papa. On peut beau dire, mais pour être loin de pouvoir réaliser ce qu'on a dit. Non, attendez, vous allez voir, l'Est de la République connaîtra la paix durable qu'on a toujours souhaité. C'est ce que je peux dire pour clore cette partie. Allez, merci. Il nous reste 10 minutes, à chacun peut-être 2 minutes et puis on termine. Parlons de Kinshasa. En fait, ces derniers temps, Kinshasa est en train de suffoquer. Les embouteillages commencent à refaire déjà surface. Je suis en train de poser la question, est-ce que tout le monde est déjà en ordre au regard de ces mesures émanant du gouvernement de la ville de Kinshasa avant de rouler, soit de circuler librement sur les grandes artères. Les banditismes urbains, n'en parlons pas, ce qu'on appelle communément le phénomène Kuluna, les tracasseries routières, les inondations, n'en parlons pas, phénomène braquage, kidnapping et consorts. Alors, que faire? Là, je commence avec vous, mon ami le scientifique. Que faire pour que Kinshasa retrouve sa belle d'antan, la plus belle robe, Kinshasa la belle? Merci beaucoup. En fait, cette question, c'est très complexe. Si nous devions l'analyser pour trouver vraiment des solutions. Parce que vous savez, les pays ont un problème sérieux en ce qui concerne d'abord l'identification. C'est-à-dire qu'identifier d'abord les zones, identifier les vrais problèmes, les vrais défis à relever. Ça, il y a un problème. Et puis, deuxièmement, il y a un problème de la cohérence.
La cohérence en ce qui concerne d'abord des données. Parce que lorsque nous faisons l'identification, c'est pour que nous puissions avoir des bonnes informations. Et lorsque nous avons ces bonnes informations, ces données, nous allons essayer maintenant de manipuler ces données en ce qui concerne pour avoir maintenant une bonne décision. Vous voyez un peu. Maintenant, on se retrouve à un stade où les gens décident sans pourtant faire l'identification, sans pourtant faire une traçabilité, sans pourtant avoir des données fiables. Vous voyez un peu, c'est pour cela que nous tombons sur des décisions un peu qui n'ont rien à voir avec la gestion. Par exemple, aujourd'hui, on nous parle des taxes sur les paiements locatifs et tout ça. Mais il y a d'abord un problème d'identification. Vous voyez, il y a un problème d'identification, il y a un problème de données fiables. Oui, ils n'ont pas procédé pour avoir tous ces différents éléments dans chaque aspect. Parce que quand vous parlez de Kinshasa, nous parlons de tous ces problèmes dans chaque aspect. C'est pour cela que je relève d'abord 3 problèmes. Premièrement, il faut d'abord l'identification. Oui. Deuxièmement, la traçabilité. Et troisièmement, prendre une décision. Maintenant, on se retrouve avec des autorités qui prennent des décisions sans faire l'identification, sans faire la traçabilité, sans avoir des données fiables. D'où on pense donner des solutions alors que ce ne sont pas des solutions. Je prends l'exemple ici avec cette histoire des taxes. Vous voyez un peu, d'abord nous avons des problèmes d'identification. On vient, on vous donne, voilà, il y a un problème, même en ce qui concerne les embouteillages, même en ce qui concerne la vie et tout ça, il y a des problèmes sérieux en matière d'identification. D'où nos décisions qu'on prend, ce sont juste, comme j'ai toujours dit, ce sont des défis. Très bien. Allez, mon ami, rapidement. Que faire? Kinshasa, on suffoque. La vie, en tout cas, elle n'est plus au rendez-vous. Vous êtes sans ignorer que quand il pleut ici à Kinshasa, en lieu et place de dire c'est les beaux temps qui viennent après la pluie, mais les gens sont devenus carrément des intercesseurs pour demander au Seigneur s'il peut au moins nous épargner à la pluie, laquelle arrose quand même nos plantations, et puis finalement les mamans ont de quoi nous à mettre sur la place publique pour la consommation nationale. Bon, très cher Yvan, moi je pense que gérer c'est prévoir. Je ne sais pas ce qui gère Kinshasa, s'il avait prévu quoi pour Kinshasa. Mais vous faites partie aussi de cette famille du chef de l'État. Non, vous êtes dans Kinshasa. Aujourd'hui nous sommes dans la décentralisation. Donc la province malgré est autonome. La décentralisation, mais bon. Non, ne dites pas malgré. La province est autonome. La gestion d'une province ne relève pas du gouvernement central. Donc ceux qui gèrent la ville-province de Kinshasa doivent s'assumer. Ils doivent mettre la bonne gestion. Donc ce n'est pas parce que Bumba ne gère pas bien, vous voulez le mettre ça au dos du président de la République. Non, c'est Bumba qui est en train de gérer cette province que nous avons parlé. Et d'ailleurs, Kinshasa n'est pas urbanisé. Et si vous regardez, Kinshasa a 10 000 km² dans son ensemble. Mais Kinshasa est habitable qu'à 11%. Il y a 22 communes qui sont concentrées sur le même endroit. Et si vous partez à Maluku-Nsele, vous allez voir des grandes étendues qui est vide. Donc aujourd'hui, ceux qui gèrent Kinshasa doivent réfléchir comment amener les gens à Maluku, comment amener les gens en Nsele. Mais pour amener les gens là-bas, il faut d'abord poser des bonnes... Là, vous rejoignez carrément... Bien évidemment, je suis d'accord dans son analyse. Donc, moi, je pense que ceux qui gèrent Kinshasa doivent s'assumer. Très bien, merci. Allez, mon ami, rapidement, on termine parce qu'on nous fait signe. Allez, on va terminer avec le pasteur. Rapidement sur Kinshasa. Allez, que faire? Parce qu'on suffoque. La vie, elle n'est plus la même à Kinshasa. Bon, en fait, moi, je dirais ici la part... Insécurité, embouteillage, inondation, banditisme, braquage, kidnapping. Voilà. Bon, s'il faut ramasser, comme vous avez dit, je dirais, il faut que chacun de nous prend sa part de responsabilité. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement condamner les autorités. Vous remarquez peut-être dans le secteur, là, lorsque la pluie verse, vous constaterez que beaucoup des inondations, il y a des personnes qui ont construit là où il ne faut pas construire. Est-ce que vous allez toujours condamner l'État congolais? Non. Ça, ce n'est pas question de l'État. Mais quand vous dites ça, les gens sont allés construire là où il ne fallait pas. Ouais. Mais souvent, tous ces mondes-là, vous allez voir qu'ils vont vous présenter les certificats d'enregistrement et consorts. Mais d'où ont-ils eu tous ces documents? Si ce n'est pas auprès de l'État, lequel leur accordé cela. Voilà pourquoi, quand vous voulez acheter une parcelle, vous voulez peut-être construire une parcelle,
il faut aussi associer des experts, c'est-à-dire les ingénieurs, les architectes, tous ces mondes-là. Les architectes, là, c'est au niveau privé. Voilà. Bon, mais le problème, c'est l'État qui leur en délivre quand même des documents lesquels là, peut-être ça permet quand même d'aller sur la place publique. Là, nous devons aller dans un autre débat. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Oui, rapidement, parce qu'on a peu d'État. Oui. Donc, à ce qui concerne l'insécurité. Oui. L'insécurité, nous avons toujours dit, on a connu une réalité dans notre pays que nous devons ipso facto l'arranger. Laquelle? Oui. Il y a plusieurs policiers. Oh là là. Non, mais attendez que je parle. On n'a plus les temps. On va un peu sur ça. Allez, non, peut-être à la prochaine occasion. Allez, Pasteur, on termine avec vous. Non, je sens que vous risquerez de donner encore de la matière aux autres. On va rebondir sur ça. Et entre-temps, on va donner par les temps. Vous voyez les réalisateurs, il nous fait déjà signe qu'on n'a plus les temps. Allez, Pasteur, on termine avec vous. Nous sommes sous pression de temps. Oui. Sinon, on va peut-être analyser ça dans le fond prochainement. Mais à quelques mots, comme vous m'avez donné 2 minutes, je dirais ceci. Je confirme encore. Peut-être vous pouvez parler de l'insécurité. Certes, il y avait des Rwandais, des Hutus qui ont traversé en 94, mais il n'y avait pas la guerre en 94. Ce qui est vrai, le gouvernement qui a remplacé, d'abord en 94, au début, quand il y avait le génocide, ce n'est pas Kagame qui était président de la République, il y avait Todo, il y avait notre chef de l'État, après Abiyarimana. Mais Kagame prend le pouvoir, je crois, il va renverser le monsieur. Non, c'est toujours en 94. Oui, après, je crois. Comment? Après Abiyarimana, il y avait Théodore. Attends, c'est quelque chose qui c'est bien. C'est ça l'information. Ils ont commencé à faire les incursions pour continuer. Voilà. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que les Hutus qui ont traversé de l'autre côté avec l'armement et ainsi de suite, de pouvoir rentrer de l'autre côté. Mais la guerre a commencé officiellement en 1996. Ça, allez vérifier dans tous les rapports. Et les Hutus, quand ils ont traversé, ne sont pas traversés seulement au Congo. C'est la plupart des pays, Congo, Brazza, et ainsi de suite. Et concernant la dernière thématique, l'ami a un peu beaucoup de difficultés sur ce terrain-là, puisqu'il dit que le cas avant de construire, non. C'est ce que vous dites, vous démontrez à suffisance qu'il y a ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. C'est-à-dire lorsqu'on donne le certificat d'enregistrement, lorsqu'on donne le document administratif, en d'autres termes, il y a l'expertise de l'État. Parce que ces gens-là qui sont venus construire ne sont pas venus construire comme ça. C'est-à-dire, merci. Allez, en tout cas, passer vraiment. Ceux qui sont là, ils ne sont pas à l'auteur. Merci. Dans une prochaine occasion, allez, on va organiser quand même les débats autour de ça. Allez, mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui. Ça a été quand même un plaisir de passer ces petits moments ensemble avec vous. Merci à vous, chers prophètes scientifiques, d'avoir répondu à notre invitation. À vous, chers pasteurs Serge Taboko. Merci à mon ami Zachary Kapinga ainsi qu'à notre ami ainsi qu'à notre ami Mike. Allez, retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Et moi et mon équipe, nous vous disons bye bye.